Lu par Fabrice Lucchini. C'est donc un amoureux qui parle et qui dit. Absence. Tout épisode de langage qui met en scène l'absence de l'objet aimé, quelle qu'en soit la cause et la durée, et tend à transformer cette absence en épreuve d'abandon. Beaucoup de leaders, de mélodies, de chansons sur l'absence amoureuse. Et cependant, cette figure classique dans Werther, on ne la trouve pas. La raison en est simple. Ici, l'objet aimé, Charlotte, ne bouge pas. C'est le sujet amoureux, Werther, qui, à un certain moment, s'éloigne. Or, il n'y a d'absence que de l'autre. C'est l'autre qui part. C'est moi qui reste. L'autre est en état de perpétuel départ, de voyage. Il est par vocation migrateur, fuyant. Je suis moi qui aime par vocation inverse, sédentaire, immobile, à disposition, en attente, tassé sur place, en souffrance, comme un paquet dans un coin perdu de gare. L'absence amoureuse va seulement dans un sens et ne peut se dire qu'à partir de qui reste et non de qui part. Je, toujours présent, ne se constitue qu'en face de toi, sans cesse absent. Dire l'absence, c'est d'emblée poser que la place du sujet et la place de l'autre ne peuvent permuter. C'est dire « je suis moins aimé que je n'aime ». Historiquement, le discours de l'absence est tenu par la femme. La femme est sédentaire, l'homme est chasseur, voyageur. La femme est fidèle, elle attend. L'homme est coureur, il navigue, il drague. C'est la femme qui donne forme à l'absence, en élabore la fiction, car elle en a le temps. Elle tisse et elle chante. Les fileuses, les chansons de toile disent à la fois l'immobilité par le ronron du rouet et l'absence, au loin des rythmes de voyage, houle, marine, chevauchée. Il s'ensuit que dans tout homme qui parle, l'absence de l'autre, du féminin se déclare. Cet homme qui attend et qui en souffre est miraculeusement féminisé. Un homme n'est pas féminisé parce qu'il est averti, mais parce qu'il est amoureux. Mythe et utopie, l'origine a appartenu, l'avenir appartiendra au sujet en qui il y a du féminin. Quelquefois, il m'arrive de bien supporter l'absence. Je suis alors normal. Je m'aligne sur la façon dont tout le monde supporte le départ d'une personne chère. J'obéis avec compétence au dressage par lequel on m'a donné très tôt l'habitude d'être séparé de ma mère, ce qui ne laissa pas pourtant à l'origine d'être douloureux, pour ne pas dire affolant. J'agis en sujet bien sevré, je sais me nourrir en attendant d'autre chose que du sein maternel. Cette absence bien supportée, elle n'est rien d'autre que l'oubli. Je suis par intermittence infidèle. C'est la condition de ma survie. Car si je n'oubliais pas, je mourrais. L'amoureux qui n'oublie pas, quelquefois, meurt par excès, fatigue et tension de mémoire, tel Werther. Enfant, je n'oubliais pas. Les journées interminables, journées abandonnées où la mère travaillait loin. J'allais le soir attendre son retour à l'arrêt de l'autobus, à Sèvres-Babylone. Les autobus passaient plusieurs fois de suite. Elle n'était dans aucun. De cet oubli, très vite, je me réveille. Hâtivement, je mets en place une mémoire, un désarroi. Un mot classique vient du corps qui dit l'émotion d'absence. Soupirer. Soupirer après la présence corporelle. Les deux moitiés de l'androgyne soupirent l'une après l'autre, comme si chaque souffle incomplet voulait se mêler à l'autre. Image de l'embrassement, en tant qu'ils font les deux images en une seule. Dans l'absence amoureuse, je suis tristement une image décollée, qui sèche, jaunit, se recroqueville. Quoi? Le désir n'est-il pas toujours le même que l'objet soit présent ou absent? L'objet n'est-il pas toujours absent?
Ce n'est pas la même longueur, il y a deux mots, potos pour le désir de l'être absent et himéros, plus brûlant, pour le désir de l'être présent. Je tiens sans fin à l'absent le discours de son absence. Situation en somme inouïe. L'autre est absent comme référent, présent comme allocuteur. De cette distorsion singulière naît une sorte de présent insoutenable. Je suis coincé entre deux temps, le temps de la référence et le temps de l'allocution. Tu es parti, de quoi que je me plains. Tu es là, puisque je m'adresse à toi. Je sais alors ce qu'est le présent, ce temps difficile, un pur morceau d'angoisse. L'absence dure, il me faut la supporter, je vais donc la manipuler, transformer la distorsion du temps en va-et-vient, produire du rythme, ouvrir la scène du langage. Le langage naît de l'absence, l'enfant sait bricoler une bobine, la lance et la rattrape, mimant le départ et le retour de la mer. Un paradigme est créé. L'absence devient une pratique active, un affairement qui m'empêche de ne rien faire d'autre. Il y a création d'une fiction au rôle multiple, doute, reproche, désir, mélancolie. Cette mise en scène langagière éloigne la mort de l'autre. Un moment très bref, dit-on, sépare le temps où l'enfant croit encore sa mère absente et celui où il la croit déjà morte. Manipuler l'absence, c'est allonger ce moment, retarder aussi longtemps que possible l'instant où l'autre pourrait basculer sèchement de l'absence dans la mort. Je m'installe seul dans un café, on vient m'y saluer, je me sens entouré, demandé, flatté, mais l'autre est absent. Je le convoque en moi-même pour qu'il me retienne au bord de cette complaisance mondaine qui me guette. J'en appelle à sa vérité, la vérité dont il me donne la sensation, contre l'hystérie de séduction où je me sens glisser. Je rends l'absence de l'autre responsable de ma mondanité. J'invoque sa protection, son retour, que l'autre apparaisse, qu'il me retire, telle une mère qui vient chercher son enfant de la brillance mondaine, de l'infatuation sociale, qu'il me rende l'intimité religieuse, la gravité du monde amoureux. X me disait que l'amour l'avait protégé de la mondanité. Coterie, ambition, promotion, manigance, alliance, sécession, rôle, pouvoir. L'amour avait fait de lui un déchet social, ce dont il se réjouissait. Un koan bouddhique dit ceci: le maître tient la tête du disciple sous l'eau longtemps. Longtemps, peu à peu, les bulles se raréfient. Au dernier moment, le maître sort le disciple, le ranime. Quand tu auras désiré la vérité comme tu as désiré l'air, alors tu sauras ce qu'elle est. L'absence de l'autre me tient la tête sous l'eau. Peu à peu, j'étouffe. Mon air se raréfie. C'est par cette asphyxie que je reconstitue ma vérité et que je prépare l'intraitable de l'amour. Altération. Production brève dans le champ amoureux d'une contre-image de l'objet aimé. Au gré d'incidents infimes ou de traits ténus, le sujet voit la bonne image soudainement s'altérer et se renverser. Ruysbrock est enterré depuis 5 ans. On le déterre. Son corps est intact et pur. Évidemment, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Mais il y avait seulement un petit point du nez qui portait une trace légère, mais une certaine trace de corruption. Sur la figure parfaite et comme embaumée de l'autre, tant elle me fascine, j'aperçois tout à coup un point de corruption. Ce point est menu, un geste, un mot, un objet, un vêtement, quelque chose d'insolite qui surgit, qui se pointe d'une région que je n'ai jamais soupçonnée et rattache brusquement l'objet aimé à un monde plat.
L'autre serait-il vulgaire, lui dont j'encensais dévotement l'élégance et l'originalité, le voilà qui fait un geste, par quoi se dévoile en lui une autre race. Je suis ahuri, j'entends un contre-rythme, quelque chose comme une syncope dans la belle phrase de l'être aimé, le bruit d'une déchirure dans l'enveloppe lisse de l'image. On dirait que l'altération de l'image se produit lorsque j'ai honte pour l'autre. La peur de cette honte, au dire de Phèdre, retenait les amants grecs dans la voie du bien, chacun devant surveiller sa propre image sous le regard de l'autre. Or la honte vient de la suggestion. L'autre, au gré d'un incident futile que seule ma perspicacité ou mon délire saisissent, apparaît brusquement, se dévoile, se déchire, se révèle au sens photographique du terme, comme assujetti à une instance qui est elle-même de l'ordre du servile. Je le vois tout d'un coup, question de vision, s'affairant, s'affolant ou simplement s'entêtant à complaire, à respecter, à se plier à des rites mondains grâce à quoi il espère se faire reconnaître, car la mauvaise image n'est pas une image méchante. C'est une image mesquine. Elle me montre l'autre pris dans la platitude du monde social. Ou encore, l'autre s'altère s'il se range lui-même aux banalités dont le monde fait profession pour déprécier l'amour. L'autre devient grégaire. Une fois, l'autre m'a dit en parlant de nous une relation de qualité. Ce mot m'a été déplaisant. Il venait brusquement du dehors, aplatissant la spécialité du rapport sous une formule conformiste. Bien souvent, c'est par le langage que l'autre s'altère. Il dit un mot différent et j'entends bruire d'une façon menaçante tout un autre monde, qui est le monde de l'autre. Albertine, dans La recherche du temps perdu, ayant lâché l'expression triviale « se faire casser le pot », le narrateur proustien en est horrifié, car c'est le ghetto redouté de l'homosexualité féminine, de la drague grossière qui se trouve révélée d'un coup. Toute une scène par le trou de serrure du langage. Le mot est d'une substance chimique ténue qui opère les plus violentes altérations. L'autre, maintenu longtemps dans le cocon de mon propre discours, fait entendre par un mot qui lui échappe les langages qu'il peut emprunter. Le discours amoureux, ordinairement, est une enveloppe lisse qui colle à l'image, un gant très doux autour de l'être aimé. C'est un discours dévot, bien pensant. Lorsque l'image s'altère, l'enveloppe de dévotion se déchire, une secousse renverse mon propre langage. Blessé par un propos qu'il surprend, Werther voit tout d'un coup Charlotte sous les espèces d'une commère. Il l'inclut dans le groupe de ses copines avec qui elle papote. Elle n'est plus l'autre, mais une autre parmi d'autres, et dit alors dédaigneusement « Mes petites bonnes femmes !» Un blasphème monte brusquement aux lèvres du sujet et vient casser irrespectueusement la bénédiction de l'amoureux. Il est possédé d'un démon qui parle par sa bouche, d'où sortent, comme dans les contes de fées, non plus des fleurs, mais des crapauds. Horrible reflux de l'image. L'horreur d'abîmer est encore plus forte que l'angoisse de perdre. Angoisse. Le sujet amoureux, au gré de telle ou telle contingence, se sent emporté par la peur d'un danger, d'une blessure, d'un abandon, d'un revirement, sentiment qu'il exprime sous le nom angoisse. Ce soir, je suis revenu seul à l'hôtel, l'autre a décidé de rentrer plus tard dans la nuit. Les angoisses sont déjà là comme le poison préparé, la jalousie, l'abandon, l'inquiétude. Elles attendent seulement qu'un peu de temps passe pour pouvoir décemment se déclarer. Je prends un livre et un somnifère calmement. Le silence de ce grand hôtel est sonore, indifférent, idiot, ronron lointain des baignoires qui se vident,
Les meubles et lampes sont stupides, rien d'amical. Où se réchauffer, j'ai froid. Rentrons à Paris, l'angoisse monte. J'en observe la progression comme Socrate, devisant s'élever le froid de la ciguë. Je l'écoute se nommer, s'enlever, telle une figure inexorable, sur le fond des choses qui sont là. Et si pour que quelque chose se passe, je faisais un vœu. Le psychotique vit dans la crainte de l'effondrement, dont les psychoses diverses ne seraient que les défenses. Mais la crainte clinique de l'effondrement, au dire de Winnicott, le psychiatre, est la crainte d'un effondrement qui a déjà été éprouvé, primitive agonie, et il y a des moments où un patient a besoin qu'on lui dise que l'effondrement dont la crainte mine sa vie a déjà eu lieu. De même, semble-t-il, pour l'angoisse d'amour. Elle est la crainte d'un deuil qui a déjà eu lieu dès l'origine de l'amour, dès le moment où je suis ravi. Il faudrait que quelqu'un puisse me dire « Ne soyez plus angoissé, vous l'avez déjà perdu ». Annulation. Bouffée de langage au cours de laquelle le sujet en vient à annuler l'objet aimé sous le volume de l'amour lui-même. Par une perversion proprement amoureuse, c'est l'amour que le sujet aime et non l'objet. Charlotte est bien fade, c'est le piètre personnage d'une mise en scène forte, tourmentée, flamboyante, montée par le sujet Werther. Par une décision gracieuse de ce sujet, un objet phallo est placé au centre de la scène et là, adoré, encensé, pris à partie, couvert de discours, d'oraisons et peut-être en sous-main d'invectives, on dirait une grosse pigeonne, immobile, tassée dans ses plumes, autour de laquelle tourne un mâle un peu fou. Il suffit que dans un éclair, je vois l'autre, sous les espèces d'un objet inerte, comme empaillé, pour que je reporte mon désir de cet objet annulé à mon désir lui-même. C'est mon désir que je désire et l'être aimé n'est plus que son suppôt. Je m'exalte à la pensée d'une si grande cause qui laisse loin derrière elle la personne dont j'en ai fait le prétexte. Enfin, c'est du moins ce que je me dis, heureux de m'élever en rabaissant l'autre. Je sacrifie l'image à l'imaginaire. Et si un jour vient où il me faut bien décider de renoncer à l'autre, le deuil violent qui me saisit alors, c'est le deuil de l'imaginaire lui-même. C'était une structure chérie et je pleure la perte de l'amour et non de tel ou de tel. Voilà donc l'autre annulé sous l'amour. De cette annulation, je tire un profit certain. Dès qu'une blessure accidentelle me menace, une idée de jalousie par exemple, je la résorbe dans la magnificence et l'abstraction du sentiment amoureux. Je m'apaise de désirer ce qui, étant absent, ne peut plus me blesser. Cependant, aussitôt je souffre de voir l'autre que j'aime ainsi diminuer, réduit et comme exclu du sentiment qu'il a suscité. Je me sens coupable et je me reproche de l'abandonner. Un revirement s'opère. Je cherche à le désannuler. Je m'oblige à souffrir à nouveau. Atopos. L'être aimé est reconnu par le sujet amoureux comme atopos, qualification donnée à Socrate par ses interlocuteurs, c'est-à-dire inclassable, d'une originalité sans cesse imprévue. L'atopia de Socrate est liée à Eros, Socrate est courtisé d'Alcibiade, et à la torpille, Socrate électrise et engourdit Ménon. Et atopos, l'autre que j'aime et qui me fascine. Je ne puis le classer,
puisqu'il est précisément l'unique, l'image singulière qui est venue miraculeusement répondre à la spécialité de mon désir. C'est la figure de ma vérité. Il ne peut être pris dans aucun stéréotype qui est la vérité des autres. Cependant, j'ai aimé, ou j'aimerais plusieurs fois dans ma vie. C'est donc que mon désir, tout spécial qu'il soit, s'accroche à un type. Mon désir est donc classable. Y a-t-il entre tous les êtres que j'ai aimés un trait commun, un seul, si ténu soit-il, un nez, enfin une peau, un air qui me permette de dire voilà mon type. C'est tout à fait mon type. C'est pas du tout mon type. Mot de dragueur. L'amoureux n'est-il qu'un dragueur plus difficile qui cherche toute sa vie son type? En quel coin du corps adverse dois-je lire ma vérité? L'atopie de l'autre, je la surprends sur son visage chaque fois que j'y lis son innocence, sa grande innocence. Il ne sait rien du mal qu'il me fait, ou pour le dire avec moins d'emphase, du mal qu'il me donne. L'innocent n'est-il pas inclassable, donc suspect à toute société, qui ne s'y retrouve que là où elle peut classer les fautes? X avait bien des traits de caractère par lesquels il n'était pas difficile de le classer. Il était indiscret, ficelle, paresseux, etc. Mais il m'avait été donné à 2 ou 3 reprises de lire dans ses yeux une expression d'une telle innocence, oui c'est ça, innocence, il n'y a pas d'autre mot, que je m'obstinais, quoi qu'il arrivât, à le mettre en quelque sorte à part de lui-même, hors de son propre caractère. À ce moment-là, je l'exonérais de tout commentaire. Comme innocence, l'atopie résiste à la description, à la définition, au langage qui est Maya, classification des noms, des fautes atopiques. L'autre fait trembler le langage, on ne peut parler de lui, sur lui. Tout attribut est faux, douloureux, gaffeur, gênant. L'autre est inqualifiable. Ce serait le vrai sens d'atopos. Face à l'originalité brillante de l'autre, je ne me sens jamais atopos, mais plutôt classé comme un dossier trop connu. Parfois, cependant, je parviens à suspendre le jeu des images inégales. Que puis-je être aussi original, aussi fort que l'autre? Je devine que le vrai lieu de l'originalité n'est ni l'autre ni moi, mais notre relation elle-même. C'est l'originalité de la relation qu'il faut conquérir. La plupart des blessures me viennent du stéréotype. Je suis contraint de me faire amoureux comme tout le monde, d'être jaloux, délaissé, frustré comme tout le monde. Mais lorsque la relation est originale, le stéréotype est ébranlé, dépassé, évacué, et la jalousie, par exemple, n'a plus de place dans ce rapport sans lieu, sans topos, sans topo, sans discours. Attente. Tumulte d'angoisse suscité par l'attente de l'être aimé, au gré de menus retards, rendez-vous, téléphone, lettre, retour. J'attends une arrivée, un retour, un signe promis. Ce peut être futile ou énormément pathétique. Dans un livret musical de Schoenberg intitulé « Attente », une femme attend son amant la nuit dans la forêt. Moi, je n'attends qu'un coup de téléphone, mais c'est la même angoisse. Tout est solennel. Je n'ai pas le sens des proportions. Il y a une scénographie de l'attente. Je l'organise, je la manipule, je découpe un morceau de temps où je vais mimer la perte de l'objet aimé et provoquer tous les effets d'un petit deuil. Ça se joue donc comme une pièce de théâtre. Le décor représente l'intérieur d'un café, nous avons rendez-vous, j'attends. Dans le prologue, seul acteur de la pièce, et pour cause, je constate, j'enregistre le retard de l'autre. Ce retard n'est encore qu'une entité mathématique, computable. Je regarde ma montre plusieurs fois. Le prologue finit sur un coup de tête. Je décide de me faire de la bile.
je déclenche l'angoisse d'attente. L'acte 1 commence alors. Il est occupé par des supputations. S'il y avait un malentendu sur l'heure, sur le lieu, j'essaye de me remémorer le moment où le rendez-vous a été pris, les précisions qui ont été données. Que faire? Angoisse de conduite? Changer de café? Téléphoner? Mais si l'autre arrive pendant ses absences, ne me voyant pas, il risque de repartir, etc., etc. L'acte 2 est celui de la colère. J'adresse des reproches violents à l'absent. Tout de même, il ou elle aurait bien pu. Il, elle, sait bien. Ah, si elle ou il pouvait être là pour que je puisse lui reprocher de n'être pas là. Dans l'acte 3, j'obtiens l'angoisse toute pure, celle de l'abandon. Je viens de passer en une seconde de l'absence à la mort. L'autre est comme mort, explosion de deuil. Je suis intérieurement livide. Telle est la pièce, elle peut être écourtée par l'arrivée de l'autre. S'il arrive en 1, l'accueil est calme. S'il arrive en 2, il y a scène. S'il arrive en 3, c'est la reconnaissance, l'action de grâce. Je respire largement, tel Péléas sortant du souterrain et retrouvant la vie, l'odeur des roses. L'angoisse d'attente n'est pas continuellement violente, elle a ses moments mornes. J'attends et tout l'entour de mon attente est frappé d'irréalité. Dans ce café, je regarde les autres qui entrent, papotent, plaisantent, lisent tranquillement. Eux, ils n'attendent pas. Suis-je amoureux? Oui, puisque j'attends. L'autre, lui, n'attend jamais. Parfois, je veux jouer à celui qui n'attend pas. J'essaye de m'occuper ailleurs, d'arriver en retard. Mais à ce jeu, je perds toujours. Quoi que je fasse, je me retrouve désœuvré, exact, voire en avance. L'identité fatale de l'amoureux n'est rien d'autre que je suis celui qui attend. Un mandarin était amoureux d'une courtisane. Je serai à vous, dit-elle, lorsque vous aurez passé 100 nuits à m'attendre, assis sur un tabouret dans mon jardin, sous ma fenêtre. Mais à la 99e nuit, le mandarin se leva, prit son tabouret sous son bras et s'en alla. Casé. Le sujet amoureux voit tous ceux qui l'entourent casés, chacun lui paraissant pourvu d'un petit système pratique et affectif de liaison contractuelle dont il se sent exclu. Il en éprouve un sentiment ambigu d'envie et de dérision. Werther veut se caser. Moi, son mari, ô mon Dieu qui me créa, si tu m'avais réservé cette félicité, toute ma vie ne serait que perpétuelle action de grâce, etc., etc. Werther veut une place qui est déjà prise, celle d'Albert. Il veut entrer en système. Caser en italien se dit systemato, car le système est un ensemble où tout le monde a sa place, même si elle n'est pas bonne. Les époux, les amants, les trios, les marginaux eux-mêmes, drogue, drague, bien logés dans leur marginalité. Tout le monde, sauf moi. Il y avait autant de chaises que d'enfants, moins une. Pendant que les enfants tournaient, une dame tapait sur un piano. Quand elle s'arrêtait, chacun se précipitait sur une chaise et s'asseyait, sauf le moins habile, le moins brutal et le moins chanceux, qui restait debout, bête, de trop, l'amoureux. En quoi les systématiques qui m'entourent peuvent-ils me faire envie? De quoi, en les voyant, suis-je exclu? Ça ne peut être d'un rêve, ou d'une idylle, d'une union. Il y a trop de plaintes décasées au sujet de leur système. Et le rêve d'union forme une autre figure. Non, ce que je fantasme dans le système est très modeste. Fantasme d'autant plus paradoxal qu'il n'a pas d'éclat. Je désire tout simplement une structure. Ce mot naguère faisait grincer des dents. On y voyait le comble de l'abstraction. Certes, il n'y a pas un bonheur de la structure.
Mais toute structure est habitable, c'est même là peut-être sa meilleure définition. Je puis très bien habiter ce qui ne me rend pas heureux. Je puis à la fois me plaindre et durer. Je puis refuser le sens de la structure que je subis et traverser sans déplaisir certains de ces morceaux quotidiens. Habitude, menu plaisir, petite sécurité, choses supportables, tension passagère. Et cette tenue du système qui le fait proprement habitable, je puis même en avoir le goût pervers. Daniel le stylite vivait très bien sur sa colonne. Il en avait fait, chose pourtant difficile, une structure. Vouloir se caser, c'est vouloir se procurer à vie une écoute docile. Comme étayage, la structure est séparée du désir. Ce que je veux, tout simplement, c'est être entretenu à la manière d'une prostituée supérieure. La structure de l'autre, oui, la structure de l'autre, car l'autre a toujours sa structure de vie dont je ne fais pas partie, a quelque chose de dérisoire. Je vois l'autre s'entêter à vivre selon les mêmes routines retenues ailleurs. Il m'apparaît figé, éternel. On peut concevoir l'éternité comme ridicule. Chaque fois que je voyais l'autre, inopinément dans sa structure, systémato, j'étais fasciné. Je croyais contempler une essence, celle de la conjugalité. Quand le train traverse de haut les grandes villes de Hollande, le regard du voyageur plonge dans des intérieurs sans rideaux, bien éclairés, où chacun semble vaquer à son intimité comme s'il n'était pas vu de milliers de voyageurs. Il est alors donné de voir une essence de famille. Et lorsqu'à Hambourg, on se promène le long des parois vitrées derrière lesquelles des femmes fument et attendent, c'est l'essence de la prostitution que l'on voit. Force des structures, voilà peut-être ce qui est désiré en elle. Conduite. Figure délibérative, le sujet amoureux se pose avec angoisse des problèmes le plus souvent futiles de conduite. Devant telle alternative, que faire? Comment agir? Faut-il continuer? Wilhelm, l'ami de Werther, est l'homme de la morale, science sûre des conduites. Cette morale est en fait une logique. Ou bien ceci, ou bien cela. Si je choisis, si je marque ceci, alors de nouveau, ceci ou cela. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que de cette cascade d'alternatives surgisse enfin un acte pur, pur de tout regret, de tout tremblement. Tu aimes Charlotte, ou bien tu as quelque espoir et alors tu agis, ou bien tu n'en as aucun et alors tu renonces. Tel est le discours du sujet saint. Ou bien. Mais le sujet amoureux répond, et c'est ce que fait Werther, j'essaye de me glisser entre les deux membres de l'alternative, c'est-à-dire je n'ai aucun espoir, mais tout de même, ou encore je choisis obstinément de ne pas choisir, je choisis la dérive, je continue. Mes angoisses de conduite sont futiles, sans cesse plus futiles à l'infini. Si l'autre, incidemment ou négligemment, me donne le numéro de téléphone d'un lieu où je peux le trouver à telle heure, je m'affole aussitôt. Dois-je ou ne dois-je pas lui téléphoner? Il servirait à rien de me dire que je peux lui téléphoner, c'est le sens objectif, raisonnable du message, car c'est précisément cette permission dont je ne sais que faire. Et fut-il ce qui apparemment n'aura pas de conséquences? Mais pour moi, sujet amoureux, tout ce qui est nouveau, tout ce qui dérange, est reçu non sous les espèces d'un fait, mais sous celle d'un signe qu'il faut interpréter. Du point de vue amoureux, le fait devient conséquent parce qu'il se transforme tout de suite en signe. C'est le signe, non le fait, qui est conséquent par son retentissement. Si l'autre m'a donné ce nouveau numéro de téléphone, de quoi était-ce le signe? Était-ce une invite à en user tout de suite, par plaisir, ou seulement, le cas échéant, par nécessité? Ma réponse sera elle-même un signe
que l'autre interprétera fatalement, déchaînant ainsi entre lui et moi un chassé-croisé tumultueux d'images. Tout signifie par cette proposition, je me lie dans le calcul, je m'empêche de jouir. Parfois, à force de délibérer sur rien, enfin, à ce que dirait le monde, je m'épuise et je tente alors, par sursaut, de revenir, tel un noyé qui frappe du talon le sol marin, à une décision spontanée. La spontanéité, grand rêve, hein? Paradis, puissance, jouissance. Eh ben, téléphone-lui puisque tu en as envie. Mais le recours est vain. Le temps amoureux ne permet pas d'aligner l'impulsion et l'acte, enfin de les faire coïncider. Je ne suis pas l'homme des petits acting out. Ma folie est tempérée, elle ne se voit pas. C'est tout de suite que j'ai peur des conséquences, de toute conséquence. C'est ma peur, ma délibération qui est spontanée. Contact. La figure réfère à tout discours intérieur suscité par un contact furtif avec le corps et plus précisément la peau de l'être désiré. Par mégarde, le doigt de Werther touche le doigt de Charlotte. Leurs pieds sous la table se rencontrent. Werther pourrait s'abstraire du sens de ces hasards, il pourrait se concentrer corporellement sur ces faibles zones de contact et jouir de ce morceau de doigt ou de pied inerte d'une façon fétichiste, sans s'inquiéter de la réponse. Comme Dieu, c'est son étymologie, le fétiche ne répond pas. Mais précisément, Werther n'est pas pervers, il est amoureux. Il crée du sens toujours, partout, de rien, et c'est le sens qui le fait frissonner. Il est dans le brasier du sens. Tout contact pour l'amoureux pose la question de la réponse. Il est demandé à la peau de répondre. Pression de main, immense dossier romanesque, geste ténu à l'intérieur de la paume, genoux qui ne s'écartent pas, bras étendus comme si de rien n'était, le long d'un dossier de canapé et sur lequel la tête de l'autre vient peu à peu reposer. C'est la région paradisiaque des signes subtils et clandestins, comme une fête, non des sens, mais du sens. Charlus prend le menton du narrateur et laisse remonter ses doigts magnétisés jusqu'à ses oreilles, comme les doigts d'un coiffeur, dit Proust. Ce geste insignifiant que je commence est continué par une autre partie de moi sans que rien physiquement l'interrompe. Il bifurque, passe de la simple fonction au sens éblouissant, celui de la demande d'amour. Le sens, le destin, électrise ma main, je vais déchirer le corps opaque de l'autre, l'obliger, soit qu'il réponde, soit qu'il se retire ou laisse aller, à entrer dans le jeu du sens. Je vais le faire parler. Dans le champ amoureux, il n'y a pas d'acting out. Nulle pulsion, peut-être même nul plaisir, rien que des signes, une activité éperdue de paroles, mettre en place à chaque occasion furtive le système, le paradigme de la demande et de la réponse. Dédicace. Épisode de langage qui accompagne tout cadeau amoureux, réel ou projeté, et plus généralement tout geste effectif ou intérieur par lequel le sujet dédie quelque chose à l'être aimé. Le cadeau amoureux se cherche, se choisit et s'achète dans la plus grande excitation. Excitation telle qu'elle semble être de l'ordre de la jouissance. Je suppute activement si cet objet fera plaisir, s'il ne décevra pas, ou si, au contraire, paraissant trop important, il ne dénoncera pas lui-même le délire ou le leurre dans lequel je suis pris. Le cadeau amoureux est solennel, entraîné par la métonymie dévorante qui règle la vie imaginaire. Je me transporte
tout entier en lui. Par cet objet, je te donne mon tout. Je te touche avec mon phallus. C'est pour cela que je suis fou d'excitation, que je cours les boutiques, que je m'entête à trouver le bon fétiche. Le fétiche brillant, réussi, qui s'adaptera parfaitement à ton désir. Le cadeau est attouchement, sensualité. Tu vas toucher ce que j'ai touché. Une troisième peau nous unit. Je donne à X un foulard et il le porte.